Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans la Procédé Critique, il va tout simplement être question d'un monument du cinéma français qui s'est vu proposer une nouvelle version restaurée cet été au cinéma et il y a quelques semaines à la télévision. D'ailleurs, c'est toujours disponible sur la plateforme France TV pour encore une grosse semaine, je pense. Vous l'avez compris, je vais ici parler de Napoléon, vu par Abel Gance, on va l'appeler ainsi, ce film, sorti donc à l'origine en 1927 et qui a connu plusieurs variations, versions. Ici, je vais donc évoquer celle restaurée, supervisée, reconstituée même par moments par Georges Maurier et qui a été réorchestrée également par quelqu'un de Radio France, je crois, enfin l'orchestre de Radio France. Il y a plusieurs gens qui se sont impliqués dans l'affaire, mais sous la direction de Simon Cloquet-Lafolie. Et au casting, donc, de cette œuvre, dans le rôle de Napoléon Bonaparte, Bonaparte ou Napoléon, un peu des deux, de toute façon, Albert Dieudonné. On citera aussi la présence d'Eugénie Buffet, qui était une grande chanteuse à l'époque, qui interprète la maman, Gina Manès dans le rôle de Joséphine, et tiens, on va le citer ici aussi, Abel Gance lui-même, qui interprète Saint-Just, l'un des plus jeunes membres de la Révolution, politicien très en verve. Et donc, oui, il faut avoir du temps pour voir ou revoir cette œuvre, en deux parties, avec un prologue, de plus de 7 heures. Voilà. Et j'ai pris justement mes dispositions afin de suivre cela tranquillement au fil des jours, en me posant, en regardant ça donc en plusieurs fois, tout simplement. Et je vous livre ici mon ressenti global. Je vais forcément être très incomplet, hein, je vais essayer de ne pas être trop long non plus, mais alors pour faire simple, hein, ce n'est pas toute la vie de Napoléon ici qui défile sous nos yeux, parce que Abel Gance, il rêvait secrètement d'en faire au moins 6 films en tout, ce qu'il ne pourra pas faire pour des raisons diverses, probablement parce que la même année, l'année d'après, va apparaître le parlant, donc le cinéma muet dans cette version épique va tomber un peu en désuétude. Il faudra cependant un Austerlitz, je crois, dans les années 50, si je ne me trompe pas, qui aurait pu être une partie de ces 6 films, mais bon, c'était pas avec les mêmes moyens. On va suivre ici donc Napoléon de sa jeunesse, à l'âge de 11 ans, 1781, jusqu'à sa première campagne d'Italie. Et si je ne me trompe pas dans les dates, hein, désolé d'avance des inexactitudes, c'est 1796, hein, je crois. Hein. Donc, plus de 15 ans d'un film, justement, qui a mis plus de 15 ans à être reconstitué, restauré par Georges Maurier et son équipe. On va suivre donc comment le petit Napoléon va devenir déjà un fin stratège qui a un bel avenir. Son destin est tout tracé jusqu'à un de ses premiers succès militaires. Respecté par l'armée, il devient le leader qu'il sera encore plus par la suite. Ce n'est donc pas une œuvre complète de la vie de ce monsieur qui a changé la France, quoi qu'on pense de lui. Et il est évident que c'est exceptionnel. Ça, je le dis d'emblée. C'est une grande œuvre. Je ne le cache pas non plus, j'ai quand même préféré la première partie à la seconde, dans le sens où, selon moi, sur cette deuxième partie, deuxième volet, si vous voulez, il y a peut-être des choses que je trouve un peu trop tirées en longueur, malgré des tentatives très oniriques et poétiques, mais sur le plan de la forme en tant que telle, tout est très bon et il y a énormément de choses à analyser et pas uniquement juste sur la poudre aux yeux. Tout ce qui a été entrepris techniquement à l'époque voulait dire quelque chose. Ça servait la narration et ça rentrait dans la grandeur du personnage, dans la démesure même je dirais, parfois dans la déification d'un homme qui était adulé plus que de raison par certaines personnes, des hommes mais aussi des femmes. Parce qu'évidemment, il y a tout ce volet où il va rencontrer Joséphine et ils vont se marier, etc. Donc, on suit l'ascension et les tourments d'un homme qui, dès sa jeunesse, et je commence par cela, va subir les railleries de ses camarades et s'affirmer également, faire face. Tout ce prologue donc de sa jeunesse à Brienne est remarquable. C'est quelque chose qui
m'a fait penser à Zéro de conduite, par exemple, sur certains points de Jean Vigo, mais je crois que c'est sorti après Zéro de conduite. Ouais, c'est à peu près la même époque, hein. Mais c'est des idées de, oui, la jeunesse un peu cruelle parfois, des petites batailles, et ici une grande bataille dans la petite bataille, si on veut, la fameuse partie de boule de neige, où Napoléon, avec ses camarades, bon, il joue à la guerre, quoi, malgré le moindre nombre, va réussir à prendre le dessus. Ce qu'il fera plusieurs fois dans l'histoire. Ce n'est pas une question de quantité de militaires qui va faire que la bataille va être gagnée. Il faut être stratège, réfléchir. On voit que, bon, déjà plus jeune, certes, mais plus tard, même sur des tableaux et tout, pour la campagne d'Italie, il a des idées, mais voilà, des cartes, c'est extraordinaire. Alors, attention, fait historique ou pas, il y a des choses qui sont précisées en tant que telles, hein, en intertitre, avec HIST, Ist, quoi, en bas, donc oui, et d'autres choses qui sont un petit peu extrapolées, et il y a probablement des scènes dans le film qui sont mises là pour l'art avant tout. Parce que ce Napoléon, c'est une œuvre d'art. Et d'emblée, d'ailleurs, le film s'ouvre sur une citation dans une lettre, parce que les lettres de Napoléon, évidemment, vont être en filigrane du film aussi, une citation qui dit « Je voudrais être ma postérité et assister à ce qu'un poète me ferait penser, sentir et dire. » Et si Abel Gance a choisi cela, c'est qu'il est le poète. C'est lui qui raconte. C'est lui qui dit ce que pouvait penser, sentir et dire Napoléon. Alors ce qu'il a dit, oui, ça s'est rentré dans les livres d'histoire, mais ce qu'il a pensé et senti, ça, voilà, il en fait quelqu'un de très humain aussi de Napoléon, mais d'impitoyable sur d'autres points. Et encore là, on a peut-être sa meilleure partie, où il est l'héritier de la République, l'héritier de la Révolution, si vous voulez, avant qu'ensuite il devienne l'empereur et fasse d'autres choses probablement plus discutables. Là, c'est clairement quelqu'un qui a à la fois et qui croit en des choses, ce qui était probablement son cas en vrai, mais qui a aussi la conscience qu'il est observé et qu'il est adulé. Et donc, je reviens à cette scène d'introduction, ce prologue, qui construit cet homme, qui doit prendre le dessus parce que il vient d'ailleurs. Pour les petits Français autour, il est corse. Et en Corse, il ne parlait pas français durant son enfance, Napoléon. Et là, il apprend, il se forme à la dure, j'ai envie de dire, et même que voilà, on plaisante sur son nom, ça c'est un fait historique, hein, Napoleone, voilà, on le surnomme comme ça, et voilà, il va quand même se faire sa propre identité, même sur la dérision. Et ensuite, les gens qui regardent autour, notamment un certain Fleury, qui va revenir, il y a des personnages qui reviennent, comme ça aussi dans le film, bon, voient clairement en lui quelqu'un qui deviendra grand. Et le destin, on l'appuie dès le début dans ce prologue qui dit tout déjà. On le voit, voilà, l'importance de sa Corse natale, il va y retourner après, et l'île de Sainte-Hélène qui est là, qui sera sa destination finale. Il y a aussi l'aiglon, évidemment, il y a des scènes remarquables avec cet aigle, l'aigle qui a été offert par son oncle, et l'aiglon va devenir le symbole de Napoléon et de l'Empire. Un aiglon qui reviendra à la fin de la première partie aussi, sur une conclusion, dernier plan un peu radeau de la Méduse, mais bon, c'est plutôt à la glorification du personnage. Et évidemment, Napoléon face à l'histoire, face à la France. Il y a des scènes où on voit la Révolution, la terreur, la chute des Girondins, la Convention, tout ça c'est la première partie. Puis dans la deuxième partie, les règlements de compte, décapitation et tout, Robespierre au revoir. Ah, Robespierre dans le film, remarquable, hein, avec ses lunettes noires et tout, mais quelle classe, hein. Quand je dis que le film a beaucoup d'avance, j'y viendrai après sur l'aspect technique un peu plus en détail. Voilà, donc ce que ça montre de Napoléon, qui se fait respecter et qui aussi utilise les éléments de l'histoire, presque par opportunisme, pour s'installer. Il y a ce moment d'hymne national extraordinaire, la Marseillaise, qui est là, bam, balancée, version Berlioz, à fond les ballons au niveau sonore. Alors, petite parenthèse sur le son, la musique, on ne savait pas trop ce qu'Abel Gance voulait à l'époque, sur sa version originale, mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a eu un travail avec des éléments classiques, on reconnaîtra des thèmes. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu des vraies compositions faites ultimement là pour cette version, ou c'est juste du collage de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça renforce l'épique avec la restauration visuelle, là, rien à dire sur ce point, c'est du boulot, ça a pris des années et des années, c'est immense. Bref, voilà, Napoléon face à l'histoire, ou Rouget de Lille, la Marseillaise, comment manipuler le peuple, entre guillemets, galvaniser le peuple à travers ici un chant, comme plus tard Napoléon galvanisera ses troupes, notamment vers la fin, là, sur la campagne d'Italie, à la fin de la deuxième partie. Et Napoléon qui va se muer en leader petit à petit. Voilà, il va monter les échelons, il deviendra un général. Là, on n'a pas encore le top Napoléon. C'est presque frustrant de n'avoir que 7 heures de film, finalement, quand on y pense.
Et donc, comment, voilà, ce moment en Corse, il retourne chez lui après, mais il va être persona non grata là-bas, parce que, est-ce que la Corse veut être française ou pas? Lui, oui, il fait son choix, c'est là où il décide de servir la France et sa patrie, et il va affronter même de ses propres frères, cousins, sur place, et traverser les mers pour rejoindre la France et choisir donc son destin. Scène, là, j'y reviendrai après sur le plan technique, superbe, avec un montage parallèle sur ce qui se passe à la Convention. Ça, c'est l'une des meilleures scènes du film. Vous avez des plans dans ce film qu'on n'a jamais vus ailleurs, à l'époque, ou pas, ça je vais en parler, mais qui en tout cas restent super avant-gardistes. Et donc, voilà, alors je vais pêle-mêle là, cette seconde partie où, ouais, le début des règlements de compte, et des scènes presque drôles, il y a aussi de l'ironie, de l'humour, quand par exemple il y a ceux qui défendent Napoléon, qui vont manger son dossier et celui de Joséphine, et ainsi le sauver de la guillotine, probablement, parce qu'il y a eu de la désobéissance, et à l'époque c'était la purge, clairement. Bah oui, voilà, c'est presque même l'ironie du sort par moment, mais c'est toujours intéressant, même si ça tire un petit peu. Je parle même pas forcément de la romance, parce que j'ai été touché, mine de rien, par toute cette séquence où, avec Joséphine, bon, il y a ce bal là, où on célèbre les victimes et tout, où ils se cherchent du regard, ça fait dans le mélodrame un peu, puis plus tard, oui, ça va aller plus loin avec ce moment déchirant où il y a la servante Violine qui est amoureuse de Napoléon et qui sait qu'elle ne pourra pas l'avoir. Parallèle, mariage, Napoléon-Joséphine et elle épouse, et c'est cringe, et c'est... Ouais, mais c'est violent d'une certaine manière. Elle épouse l'icône de Napoléon, une marionnette qu'elle a faite. Oui, Napoléon est aussi une icône sur le plan romantique et amoureux, que c'est beau, mais bon, c'est terrible. C'est terrible pour cette dame qui, paradoxe, sera engagée par Joséphine comme servante aussi après, donc elle restera dans le coin. Et Joséphine qui comprend que bah, elle est jalouse. Alors, elle n'est pas jalouse de Violine. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Elle est jalouse de la France. Parce que Napoléon, il va devoir choisir la France, sa femme, la France, peut-être un peu des deux. Et peut-être des fois, il trompera Joséphine avec la France. Mais il délettre quand même. Voilà. Et elle restera toujours là jusqu'au bout, jusqu'à ce triptyque final. Bref, Napoléon face à la misère aussi, c'est intéressant. Il voit le peuple, il comprend le peuple. Même s'il ne va pas forcément être le peuple jusqu'au bout, évidemment. Les rêves de grandeur de Napoléon qui veut abolir les frontières, unir l'Europe et offrir la liberté à tout le monde. Oui, mais à quel prix? Parce que ça, c'est un désir impérialiste qui va assouvir à sa propre image par la suite. C'est pas pour rien qu'Abel-Gance construit aussi ce côté mégalo de Napoléon. Et en soi, le film, certes, s'il fait un portrait géographique de cet homme, pas tant que ça. Abel-Gance, il y met des réserves qu'il aurait probablement détaillées s'il avait fait les autres films derrière. Ce n'est pas juste une œuvre patriotique pro-Napoléon. Abel-Gance a beaucoup plus de nuances qu'on pourrait le croire. Mais là, vu cette époque, finalement, comme je le disais, c'était la meilleure phase d'un Napoléon qui, au final, là, fait de belles et de grandes choses quand même sur certains points. Mais on sent quand même que ça va lui monter à la tête après. Et qu'il a de la chance de ne pas être passé à la guillotine comme les Danton, les Robespierre, etc. Et d'ailleurs, à un moment, Napoléon sera face au fantôme de la Révolution et de cette République avortée. Scène remarquable, ça va même dans donc, le film quasi horrifique, un petit moment. J'aurais aimé que cette scène dure plus longtemps presque. Et c'est là où j'en reviens à la technique. C'est là-dessus que je finirai probablement cette vidéo, avant la conclusion. C'est en avance sur son temps, sur plein de points. Avec des fondus, avec les split screens, notamment celui de la bataille de neige qui va monter jusqu'à 9 écrans. Mais, attention, ce n'est pas le premier split screen de l'histoire, déjà, celui-ci date de 1913, d'un court-métrage qui s'appelle Suspense, que je vous conseille, qui est sur YouTube, co-réalisé par une réalisatrice dont j'ai plus le nom sous les yeux, là, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui a été avant-gardiste à Hollywood aussi à l'époque. Mais il y a aussi Griffith, évidemment, celui qui a fait le très controversé Naissance d'une nation, qui est aussi grandiose cinématographiquement parlant que très très discutable et détestable sur le plan idéologique. Eh ben oui, ça c'est antérieur au Napoléon d'Abel-Gance. Alors, il faut remettre un peu la place de ce film dans l'histoire. Certes, il y a des choses qu'on n'a jamais vues, et ça c'est indéniable, notamment sur la fin. Certes, le film a probablement 20 à 30 ans d'avance, mais d'autres avant, c'était le cas. C'est assez amusant de voir que le cinéma, avec l'arrivée du parlant, a presque, à certains moments, à part des œuvres à part évidemment, régressé sur le plan visuel et technique, car l'apparition du parlant a fait que ça a donné une autre façon de faire du cinéma, peut-être plus, entre guillemets, paresseuse. Où avant, il fallait transcender les choses au-delà des intertitres pour faire fonctionner le cinéma comme un art visuel et qui raconte.
Et Abel Gance, il le fait parfaitement là, comme d'autres l'ont fait avant quand même aussi. Comme lui, il l'a fait aussi avant. Hein. Il y a eu au moins J'accuse avant, je sais plus si La Roue c'est avant ou après. Mais bon, on a dit du bien de ces films, je trouve que c'est avant aussi. Donc voilà, c'est que ce sont des cinéastes qui jouaient avec les codes et l'art visuel. Alors bah, évidemment, il y a aussi les teintes, hein, le rouge, le bleu, enfin, évidemment, ça marque la rétine sur plus d'un point. Mais bon, la restauration y est pour beaucoup aussi. Mais il faut le savoir, ça, c'est que l'arrivée du cinéma parlant a fait baisser certaines productions sur le plan pur cinématographique visuel, et vous avez des pépites du muet qui sont presque, après, restées uniques. Presque, à part les films qui ont tenté un peu de les imiter. Bon, après, on ne parle pas du cinéma un peu plus expérimental que ce film annonce. Parce que oui, c'est surimpression dans tous les sens. Ça, c'est quand même très nouveau pour l'époque, je pense. Et le procédé de polyvision que Abel Gance a breveté et inventé pour les 20-30 dernières minutes de la campagne d'Italie, enfin le début de la campagne d'Italie. Triptyque d'écran. Alors, évidemment, sur petit écran, moi je l'ai vu sur plateforme, ça pète moins, mais c'est remarquable d'utiliser donc une triple narration qui n'en est pas vraiment une en fait. C'est un procédé qui permet de filmer le même plan sur 3 caméras. On sent presque l'aspect qui aurait pu être quasi, je dis circulaire si on veut. Mais ce qui est intéressant et fort, c'est qu'on comprend pourquoi. Il y a plusieurs idées de l'utilisation de la polyvision ici. Répétition donc du même image sur 3 écrans, aussi pour voir plus la foule à laquelle s'adresse Napoléon, parce que voir Napoléon en tant que seul dieu, etc. Non, il y a les gens autour aussi qui vont faire sa légende indirectement. 3 points de vue d'une même scène, on le voit aussi, et avec cette symétrie d'inversion de l'image aussi un peu, avec Napoléon souvent toujours au milieu. Toujours ou souvent. Et ça donne des choses remarquables. Alors j'ai même pas parlé d'ailleurs sur le plan technique des cavalcades de caméras embarquées qu'on a à cheval. Ça c'est très rare, ça fait passer même un Stagecoach de John Ford, qui est pourtant un très très bon film, grand cinéaste, comme presque dérisoire à côté. Moi j'ai pensé à cela, même si Stagecoach, quand même cette scène assez folle, mais là, ça donne encore plus, surtout que c'est avant, antérieur. Et donc c'est ce final, oui, où Napoléon, et là il est plus que face à son destin, c'est la France, hein, bleu, blanc, rouge apparaît, l'aiglon est là, le drapeau, Joséphine, évidemment, qui suit, et le futur, le monde qui tourne, les prochaines victoires, les prochains peut-être problèmes aussi qui vont à venir pour lui. C'est marrant parce que ça donne presque l'impression que ça annoncerait dans ce qu'il ferait après, à moins qu'il ait mis là en se disant je vais peut-être pas arriver à faire la suite. Donc, voilà, c'est assez fou. Bref, voilà, je pourrais parler de plein de choses, j'ai pas forcément évoqué tous les personnages, mais il y en a quelques-uns qui sont bien cultes. Franchement, Abel Gance, il s'est pas choisi le pire rôle, par exemple, au niveau donc, de cette révolution et de la terreur derrière. Mais oui, il y a tous ces aspects historiques. On apprend des choses aussi. Après, il faut toujours se méfier de certaines choses, notamment la première rencontre de Joséphine et Napoléon dans la rue, là. Bon, ouais, allez, pourquoi pas. Mais ça remet pas mal de choses en perspective. C'est un film à voir au moins une fois sur l'aspect cinématographique pur. C'est la grandeur du cinéma français, qui est un des grands cinémas du monde, hein, de toute façon, on le sait. Franchement, voir ça presque 100 ans après, c'est touchant et c'est fort. Tu vois que Abel Gance, il avait des idées, et c'était un vrai poète cinéaste, oui, et c'est aussi un grand cinéaste de l'histoire pour la petite histoire de l'art, mais qui est aussi une grande histoire. Tout se mélange dans la grandeur ici, donc l'œuvre, objectivement parlant, est absolument parfaite. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il y a des inégalités, hein, ça, je ne vais pas revenir dessus. Sur la deuxième partie, un petit peu le début quand même, hein, voilà, qui a du mal à se mettre en place. Mais franchement, après, c'est chipoté aussi. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette version, si vous l'avez vue donc au cinéma, à la télé, si vous avez fait un marathon en direct, quand c'était diffusé, ou en rediffusion comme moi, ou en plusieurs fois. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez vu. En 2 fois, donc 2 séances de cinéma cet été, ou plusieurs fois chez vous, où vous avez vraiment tenté les 7 heures, plus de 7 heures d'affilée. Hein, s'il y en a qui l'ont fait, chapeau et surtout respect. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut évoquer ce grand film d'Abel Gance, qui est encore disponible, donc je crois jusqu'au 22 décembre, ne tardez donc pas trop, sur la plateforme France TV. Allez, je vous dis donc à vos petits claviers, et à la prochaine, ciao!